Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal sur TL7. Nous sommes le mardi 24 octobre. Voici les titres. Tolérance zéro. Le district de football de Haute-Loire veut durcir le ton en matière d'arbitrage sur les terrains de foot. Qu'en est-il dans la Loire? Rabir Nas, conseiller technique et arbitre au sein de ce district ligérien, sera notre invité. À l'occasion des journées de l'arbitrage, il nous parlera de son métier, des situations de violence auxquelles les hommes en noir peuvent être confrontés, verbales ou physiques. Comment gère-t-il ces offenses? C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Terminer les files d'attente à rallonge pour récupérer son permis de conduire et carte grise. À compter du 2 novembre prochain, les guichets de la préfecture et de la sous-préfecture de la Loire délivrant ces titres-là seront définitivement fermés. Désormais, toutes les démarches se feront en ligne. Nous nous rendrons également dans le massif du Pilat, terre de culture de la pomme. Mais après le coup de gel d'avril et la grêle de mai, les producteurs enregistrent des pertes allant jusqu'à 75% de leur production. La récolte s'annonce catastrophique. Le reportage à voir dans votre journal. Et puis, 5 jours, 50 concerts et 40 rencontres ouvertes aux professionnels, aux étudiants comme au public. Voilà le programme du deuxième forum de jazz européen du 22 au 26 novembre prochain. Cette seconde édition itinérante aura lieu à Saint-Étienne. Nous en parlerons en fin de journal. Mais d'abord, une école stéphanoise a été la cible d'un incendie volontaire ce lundi en fin d'après-midi. 5 jeunes sont entrés par effraction avant de mettre le feu à l'école Gounod dans le quartier de Moreno. Âgés de 14 et 15 ans, les jeunes suspects ont répandu de l'essence sur le sol avant de mettre le feu. Fort heureusement, l'incendie ne s'est pas propagé à la structure. Les dégâts sont donc limités. Ce n'est pas la première fois que cet établissement est la cible d'actes de vandalisme. La mairie de Saint-Étienne promet de renforcer les patrouilles de police dans ce quartier situé en zone de sécurité prioritaire. Claude Liogier, adjoint à la sécurité, s'exprime au micro de Cyril Pellissier. Forcément, on ne peut que regretter ces dégradations. Je précise quand même que ce sont des jeunes qui sont mineurs. On est sur une ZSP, c'est-à-dire une zone de sécurité prioritaire, qui est en priorité en charge en termes de sécurité au niveau de la police nationale. La police municipale est là en soutien et je tiens à saluer à ce titre-là le soutien efficace qu'a pu apporter notre salle de commandement par l'intermédiaire de la vidéoprotection. On s'attaque à un symbole et c'est surtout ça qui est dommageable. C'est une école, je dirais que c'est un lieu sacré et il est quand même vraiment dommage de voir qu'il y a de ce type de dégradation, surtout qu'on est sur des travaux qui sont importants et on espère qu'à la rentrée, tous les travaux pourront être terminés pour que l'ensemble des enfants de Paganini et de Gounod puissent être accueillis dans ces lieux. Les 5 jeunes ont été interpellés lundi soir par une équipe de la BAC qui circulait dans le quartier. Ils ont été placés en garde à vue. C'est une révolution pour toutes les démarches concernant les cartes grises et les permis de conduire. À compter du 2 novembre prochain, fini les files d'attente interminables en préfecture ou en sous-préfecture de la Loire. Tout se passera sur Internet, sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés qui s'affiche en bas de votre écran. Cela signifie que les guichets prévus à cet effet seront définitivement fermés. Mais pas d'inquiétude, des solutions existent pour ceux qui ne seraient pas très à l'aise encore avec l'outil informatique. Écoutez les précisions du préfet de la Loire, Evans Richard, au micro de Céline Hercia. Alors, soit faire directement depuis les postes qu'ils ont chez eux les démarches qu'ils souhaitent, soit en se rendant vers ce qu'on appelle des tiers de confiance, c'est-à-dire essentiellement les garagistes pour les certificats d'immatriculation, les auto-écoles pour les permis de conduire, qui pourront réaliser pour leur compte, quelquefois moyennant rétribution, donc les démarches qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes. Sachant que de toute façon, à la préfecture et dans les sous-préfectures, il y a des postes qui seront donc dédiés à ces formalités, sur lesquels les personnes qui n'ont pas les technologies nécessaires pourront venir réaliser leur procédure. Et pour celles qui se sentiraient un petit peu démunies face à des écrans qui ne pourraient pas leur paraître très explicites, eh bien, il y aura l'assistance de personnes, de jeunes en service civique.
Pour ceux dont la demande de permis de conduire ou de certificat d'immatriculation a été enregistrée avant le 6 novembre, la procédure suit son cours habituel. Sachez que 12 000 demandes de permis de conduire ont été enregistrées en 2016 et plus de 110 000 démarches recensées pour les cartes grises cette même année. Et puis, autre nouveauté sur la toile, le groupement hospitalier Loire met en ligne son site internet, le www.ghtloire.fr. Désormais, les 20 établissements du GHT Loire disposent d'un site permettant un accès rapide et ciblé à l'information. L'objectif est d'un côté d'informer les patients sur les filières de prise en charge et les parcours de soins, de l'autre de faciliter les démarches collaboratives des professionnels de santé. Rappelons que le groupement hospitalier Loire regroupe 20 établissements publics de santé répartis sur un territoire comprenant l'ouest du Rhône, la Loire et le Nord Ardèche. On parlait il y a quelques minutes de cet incendie dans l'école Gounod à Saint-Étienne. Eh bien, la violence s'exprime aussi sur les terrains de sport. Les premières victimes sont souvent les arbitres. Du 20 au 30 octobre, ce sont les journées de l'arbitrage, une opération qui permet de remettre les points sur les i en ce qui concerne le respect de ces hommes en noir. Il y a quelques mois, en Haute-Loire, un arbitre de 26 ans avait été roué de coups à Aurec-sur-Loire. Ces scènes de violence sont rares, mais elles existent bel et bien. Alors comment s'en débarrasser? Quelles doivent être les réactions des instances? Rabirnas est conseiller technique arbitre au district de football de la Loire et il est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on va commencer avec un chiffre, 5000. C'est le nombre d'arbitres agressés sur les terrains de foot amateurs en France lors de la saison 2016-2017. Alors qu'est-ce que ce chiffre vous évoque? Est-ce que c'est inquiétant? C'est inquiétant, c'est triste à la fois, puisque l'arbitre est là au service du jeu. Il est là pour faire en sorte que les rencontres se passent au mieux. Sans arbitre, c'est catastrophique. Il y aurait beaucoup plus d'incidents. Et nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que ces rencontres se passent le mieux possible. Dans la Loire, quel constat faites-vous de la situation sur les terrains de foot amateurs? On n'a pas d'incident comme ça dans la Loire depuis 5-6 ans. On a des préventions, une commission de prévention qui intervient dans les clubs. Moi-même, au titre de mes fonctions, j'interviens dans les clubs pour sensibiliser sur le recrutement, sur la formation et sur la notion de respect entre joueurs, arbitres et capitaines. Quand vous dites on n'a pas de ce type d'agression, de violence, de quelle violence vous parlez? Est-ce que ce sont des agressions physiques ou alors d'agressions verbales et physiques? Verbal, ça a toujours existé, malheureusement, ça existera toujours. Mais l'agression physique, on n'a pas de ce phénomène comme ceci dans la Loire. Est-ce que ça ne décourage pas finalement les vocations chez les jeunes arbitres, les futurs jeunes arbitres, ce type de violence, qu'elle soit verbale ou physique? Forcément, il y a un impact dessus, puisque quand on a un incident, que ce soit personnel et autre, il faut savoir rebondir et repartir dessus et faire abstraction de ce phénomène-là. Vous l'avez dit, vous êtes donc formateur, vous formez les futurs arbitres. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile de trouver de nouveaux prétendants à cette fonction? C'est difficile, puisque justement, les vocations ne viennent pas par eux-mêmes. C'est les clubs qui doivent amener des arbitres, et moi aussi, par ma fonction, je dois aller dans les clubs pour recruter, parler comme aujourd'hui d'arbitrage dans la presse. Donc je vous remercie aussi de l'invitation. Et justement, le plus dur, c'est de les garder 2 ou 3 ans. Et passer ce seuil, justement, c'est de pouvoir les faire évoluer, les faire remonter de niveau. Combien d'arbitres formez-vous chaque année? Une centaine. Une centaine d'arbitres dans le département, tout à fait. de la Loire. C'est un chiffre qui tend à stagner Qui est en légère baisse. Qui est en légère baisse. Entre 70 et 80 désormais. Mais on tente à évoluer. Par ailleurs, on a augmenté le niveau de formation. Parce qu'on a durci le niveau d'examen. Pour avoir une qualité supérieure. Alors justement, est-ce qu'au cours de ces formations, vous leur apprenez à se protéger de ces différentes violences et vous leur enseignez une certaine méthode pour réagir face à ces violences? Il y a des situations qu'on en fait sur le terrain avec justement la gestion du conflit, la gestion du stress, la gestion ne serait-ce que comment mettre un avertissement sans que ce soit trop méchant. Donc il y a la notion de respect. La distance par rapport à l'adversaire, la distance par rapport au Alors ça se traduit de quelle manière? Voilà, la distance avec le joueur, dans les mots aussi? Dans les mots, dans les paroles, dans le regard, dans l'attitude. Par exemple, si j'arrive sur un joueur que je suis agressif et que je mets un carton trop violemment, admettons, j'ai le risque de mettre ma main sur sa tête et de créer un incident par la suite. Alors que si je prends la distance, je respecte la personne, je lui explique pourquoi
j'ai mis cette sanction, le CAL me revient. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que votre métier a évolué? Est-ce qu'avant, il fallait prendre autant de précautions? Non, auparavant, il y avait la décision de l'arbitre qui était prise, c'était respecté. Désormais, on en a parlé précédemment aussi, on vient vers la notion de pédagogie, la notion de rugby, justement pour expliquer les décisions. Alors, notion de rugby, c'est-à-dire C'est-à-dire que, comme l'arbitrage de c'est plus rugby, strict sur les terrains de rugby, l'arbitre est plus... il est plus strict, respecté, mais il respecté. explique les décisions. Donc nous, on vient sur ce phénomène-là, pour être respecté, il faut qu'on explique nos décisions. Se justifier, en Ouais, quelque tout à sorte. fait, en quelque sorte. Dans la Loire, quelle est la politique en cas d'agression d'un arbitre? En Haute-Loire, on l'a vu, après l'agression d'un arbitre, c'est désormais tolérance zéro. Tout à fait, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il y a une commission de règlement, il y a une commission de discipline qui juge sans faute tous les débordements des joueurs, des arbitres également, parce que les arbitres sont aussi sanctionnés en cas de débordement. Est-ce que les sanctions sont suffisantes à votre... Après, selon vous? comme je dis à mes arbitres, nous, on est là pour arbitrer, on n'est pas là pour juger des sanctions. Après, chaque personne doit rester à son rôle. Je vous dis ça parce que l'Union nationale des arbitres de football, l'UNAF, l'UNAF. réclame des sanctions plus fermes, comme la radiation à vie pour les auteurs de coups à l'encontre du corps arbitral. Est-ce que c'est la solution? Ça se fait déjà, ça se fait sur pas mal de cas. Depuis 2006, il y a un statut particulier pour les arbitres, ils sont protégés au titre d'un officier public, comme un pompier, un policier, c'est-à-dire que quelqu'un qui frappe un arbitre, il a non seulement une sanction amende, plus peine d'emprisonnement, ça peut aller jusque-là maintenant. Donc, est-ce qu'on doit aller plus loin encore? On peut toujours aller plus loin, mais après, la base, c'est quoi? C'est la notion d'éducation et de respect. Donc pourquoi, à un moment donné, on arrive à ces débordements? C'est quelque part, on n'a pas eu l'éducation qu'il fallait auparavant. C'est le travail de l'arbitre ou plutôt des clubs formateurs? De tout le monde. Il faut justement qu'on travaille tous ensemble, pas les arbitres de leur côté contre les joueurs. Il faut qu'on travaille ensemble pour que les rencontres se passent bien sur le terrain et qu'il n'y ait pas un esprit négatif autour. Enfin, dernière question, elle concerne toujours donc l'arbitrage. On a vu de plus en plus de femmes s'initier à cette pratique-là. Dans la Loire, c'est aussi Tout à fait. une réalité? Une réalité, on a 6 arbitres, dont une internationale qui est convoquée pour la Coupe du Monde U18, U20 et qui est un test pour elle. Si elle est convoquée et qu'elle réussit cette convocation, elle aura la Coupe du Monde féminine qui aura lieu aussi en France. Est-ce que c'est plus compliqué quand on est une femme sur le terrain de se faire respecter? C'est plus compliqué, mais en même temps, c'est peut-être plus simple parce qu'un petit sourire, un petit regard, on pardonnera peut-être plus de choses à une jolie demoiselle qui arbitre qu'à un garçon. Après, on en recherche, justement, il y a plus d'opportunités d'évoluer et il suffit qu'elles aient juste une condition physique, qu'elles connaissent le jeu. Et puis derrière, nous, c'est mon travail de les faire évoluer plus rapidement. Aujourd'hui, vous cherchez des arbitres encore pour le département? Oui, tout à fait, notamment des féminines pour pouvoir assurer toutes les rencontres. Très bien, mais écoutez, le message est passé ce soir sur le plateau du journal. Merci d'avoir répondu à ces questions ce soir. Merci à vous dans le cadre donc des journées de l'arbitrage qui prendront fin le 20 octobre prochain. Le 30 octobre prochain, pardon. À suivre dans votre journal, les salariés de Kremlog à la Talaudière en appellent à la mobilisation des politiques pour sauver leur usine qui doit fermer d'ici fin novembre. Et puis le jumping de Saint-Etienne est de retour au Parc des Expositions. Deuxième tentative pour les organisateurs de cette compétition équestre de sauver les meubles après une première édition peut-être trop ambitieuse. On voit tout cela dans un instant. Restez avec nous. Mais avant cela, direction le massif du Pilat où la récolte des pommes s'achève. Et cette année, elle est historiquement faible dans la Loire. La faute au gel et à la grêle. Les producteurs du Pilat ont obtenu la reconnaissance en calamité agricole. Pour certains qui ont perdu plus de 75% de leur production, cette aide ne sera pas suffisante. Le reportage à Macla avec Céline Hercia. Sur les 700 à 800 pommes récoltées habituellement, Roland Rivory n'en aura cette année que 350 tonnes au maximum. Les gelées du printemps sur les fruits en formation précoce ont eu raison de sa production. L'arboriculteur a découvert cette année des parcelles entières sans aucun fruit, du jamais vu en 20 ans d'activité. Et si le statut de calamité agricole est aujourd'hui reconnu, l'année exceptionnelle va laisser des traces. J'ai estimé à 50-60% de pertes. On finit la récolte, donc c'est à peu près ce que j'avais estimé. Donc il va quand même manquer une moitié. Donc pour l'instant, on vit sur la trésorerie de la campagne précédente. Mais à partir du printemps, ça va devenir tendu en termes de trésorerie. Sur 2018, on va avoir besoin que tout le monde nous donne un petit coup de main à passer ce cap difficile. Les aides de l'État seront vraiment les bienvenues, même si elles arrivent tardivement. Ça redonnera peut-être un petit peu de souffle, quoi. Et si la production restante est gustativement bonne, le visuel, lui, ne suit pas.
Les pommes sont marquées par le gel. Dans cette coopérative, en plus des stocks qui ne sont pas pleins, des caisses entières de fruits dits moches partent pour être transformés dans l'industrie agroalimentaire. Un gros manque à gagner pour tous. Entre un fruit qui est vendu en catégorie 1 à la grande distribution, où on peut espérer être au-dessus des 1 € du kilo, le fruit qui est destiné à l'industrie, on est à 20 centimes du kilo. Donc c'est un très très gros manque à gagner pour les producteurs et puis forcément pour la structure coopérative. Cette année, c'est sûr, les pommes du Pilat se feront plus rares dans les réseaux de distribution. Et si pour l'année prochaine, on peut présager une récolte plus conséquente, la perte restera difficile à combler et devrait s'échelonner sur plusieurs années. L'actualité sociale désormais marquée par le combat des salariés de Crémelog à la Talaudière face à la fermeture de leur usine. Cette plateforme logistique des magasins Grand Frais devrait fermer d'ici fin novembre. Une décision incompréhensible pour la CGT alors que l'entreprise se porte bien. Le syndicat réclame plus de transparence dans ce dossier. Explication Alice Canivet. Décision de justice, le piquet de grève est levé devant Crémelog à la Talaudière. Depuis jeudi, des salariés bloquaient les sorties et entrées de marchandises. Mais la lutte, elle, n'est pas terminée. La CGT réclame des explications à 1 mois de la fermeture du site. Les salariés et l'organisation syndicale ont des questions à poser à M. Serge Digonnet, à la société Crémelog et au groupe Grand Frais sur le manque de transparence de cette société. On pose des questions sur les liens économiques et capitalistiques et nous avons besoin d'une certaine visibilité pour pouvoir justifier de ce contexte économique. Et l'entreprise se porte bien. La direction justifie la fermeture par la saturation des locaux. Ainsi, 2 plateformes vont ouvrir à Orléans et à Saint-Priest, plus grandes et plus près des fournisseurs. Décision que ne comprend pas le maire de la Talaudière qui voit disparaître une centaine d'emplois. À aucun moment, les dirigeants de Crémelog se sont adressés à la mairie ou à Saint-Étienne Métropole qui a la compétence économie et avec qui on travaille bien sûr toujours ensemble. Et à aucun moment, ils ont alerté ni la mairie ni Saint-Étienne Métropole comme quoi ils étaient à la recherche d'un site plus grand. Pendant le blocage du site, les grévistes et la direction n'ont pas eu de contact. Aujourd'hui, c'est par courrier qu'ils espèrent avoir des réponses. La direction nous explique que il y a trop de travail et qu'ils ne peuvent pas maintenir le site ici, quoi. On n'arrive pas à comprendre. Vous pensez que vous aurez une réponse ? Non. L'entretien a été rapide et le directeur Serge Digonnet n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras. On a été polis. Bonjour et au revoir. Il nous a tout de même exposé son plan de sauvegarde de l'emploi. 23 salariés ont confirmé leur départ pour la plateforme de Saint-Priest. Crémelog prendra en charge les déplacements et le déménagement, ainsi que le coût du loyer pendant 1 an. Quant aux licenciés, des formations leur seront proposées ou un reclassement externe. Une chose est sûre, les portes de Crémelog fermeront début décembre. Et puis, en bref, la CGT des agents territoriaux de Saint-Étienne appelle à un rassemblement ce jeudi 26 octobre devant la mairie de Saint-Étienne. Le syndicat souhaite par cette action apporter son soutien aux agents de la direction cadre de vie qui concerne notamment les jardiniers de la ville. L'organisation syndicale dénonce leurs conditions de travail, la suppression de postes et le non-renouvellement des CDD. Tout autre chose désormais, le Jump-In de Saint-Étienne fait son retour au parc des expositions. Pas moins de 100 exposants, 15 compétitions équestres, 800 cavaliers et 2200 parcours avec un invité de marque, le champion de dressage, Pierre Vola. Sur le papier, cette seconde édition promet un beau spectacle, mais à quel prix ? L'an dernier, les organisateurs n'étaient pas rentrés dans leurs frais. Leur projet était-il trop ambitieux ? La seconde édition sauvera-t-elle les meubles ? Élément de réponse avec Alice Canivet. Près de 2 tonnes de sable ont envahi le hall A des expositions. Le Jump-In lance sa 2e édition et monte en gamme. 800 cavaliers sont attendus pour 2200 parcours contre 1800 l'année dernière. Et l'événement dure cette fois 6 jours. Pas le choix pour les organisateurs qui n'ont pas bouclé leur budget de 300 000 € l'année dernière. Nous étions quand même tous les 3 des organisateurs de compétition.
mais nous avons choisi un niveau qui était supérieur à ce que nous avions l'habitude de faire. Vous savez, une première année est toujours délicate. Délicate parce que nous ne maîtrisons pas forcément tous les paramètres. Alors que cette année, nous partons avec un budget excédentaire qui va d'ailleurs aplanir l'ensemble des difficultés de 2016 qui n'étaient des difficultés que financières. En effet, le premier Jump-In avait réuni 5000 visiteurs. Cela faisait 25 ans que Saint-Étienne n'avait pas accueilli une compétition hippique. Le parc des expositions a décidé de faire confiance une deuxième fois aux organisateurs. Il faut plusieurs éditions pour encore une fois s'ancrer dans l'esprit des cavaliers, dans l'esprit du territoire aussi. Et moi je suis assez rassurée. Je pense qu'effectivement cette deuxième édition devrait être une édition qui va permettre de pérenniser l'événement. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on leur souhaite. Cette année, le Jump-In attend 20 000 visiteurs pour s'installer durablement et devenir un incontournable des manifestations ligériennes. Et pour connaître le programme de ces 5 jours de compétition, un site internet, le www.jumpingsaintetienne.com. Il s'affiche en bas de votre écran. Côté musique cette fois, c'est un événement d'envergure qui se prépare à Saint-Étienne. Du 22 au 26 novembre, le 2e forum jazz européen rythmera la ville, transformée en métropole de jazz pour l'occasion. Pendant 5 jours, 50 concerts et 40 rencontres ouvertes aux professionnels, aux étudiants comme au jeune public seront programmés. Tous les détails avec Chantal Joassard. Après Chambéry, c'est Saint-Étienne qui va accueillir un tout jeune événement, le Forum européen du jazz, seconde édition qui vient ici chez nous franchir un cap. C'est à Saint-Étienne que la programmation du Forum passe au XXL, 50 concerts, 40 rencontres, 5 jours de festival, énorme. Non, pas énorme, pas plus qu'un Rhino Jazz, c'est simplement qu'il est, je crois, concentré sur 4 jours, 4-5 jours, du 22 au 26 novembre, avec un épicentre fort qui est le quartier de la Manufacture, avec 2 scènes qui seront posées dans ce quartier de la Manufacture et le fil qui se situe à 300 mètres de ce quartier. Et je crois que c'est peut-être cela qui fait que les choses paraissent importantes, mais finalement, elles sont concentrées simplement. Une concentration qui est à l'image du jazz en Rhône-Alpes, seconde région de France, en nombre de musiciens de jazz. Des festivals majeurs viennent, Invo Jazz et pour la Loire, le Rhino. Des labels, un collectif à Lyon, un terreau fertile, multiforme, qui est comme une académie à ciel ouvert. Une musique qui interroge souvent et qu'on interroge à l'occasion de ce festival. Qu'est-ce qu'on interroge? Plein de choses. On interroge la place des femmes dans la musique, on interroge la place du jeune public, on interroge le fait que cette musique finalement n'a rien d'une musique élitiste, mais qu'au contraire c'est une musique qui est présente partout. C'est pas le jazz qui est présent partout, c'est l'esprit d'improvisation. Et l'esprit d'improvisation, c'est la patte du jazz. Et on la retrouve dans les musiques électro, dans les musiques traditionnelles, dans les musiques du monde, dans la chanson. Et en fait, je ne devrais peut-être même pas dire forum jazz, je devrais dire forum musique actuelle, musique traditionnelle, musique du monde. Et en toute catégorie, il y aura des noms à mettre en face, connus ou tout juste émergents. Vous allez être surpris, dans la 50aine de concerts, il y aura le chant de Michel Jonas, qui n'est pas qu'un joueur de blues. Et pour le blues, tiens, They Call Me Rico. Pour l'électro hip-hop, on retrouvera les électros de luxe dans une proximité qui risque d'être très éclatante. Et bien sûr, un panel très très riche de la nouvelle génération de ces musiciens de jazz. Pipon Garcia, Lionel Martin, qu'on connaît un peu plus, la délicieuse Élodie Pasquet et ses douceurs de clarinette. Et 5 concerts pour le jeune public, dont la forésienne Lydie Dupuis et sa création Nanon. Après un Relima Laurent de Wild qui ouvrira le festival, un coup de cœur du programmateur. Un coup de cœur, allez, c'est celui-ci, c'est Super Gombo avec la chanteuse Sabine Kabongo. Super Gombo, projet ami et apprécié des Stéphanois puisqu'il avait été accueilli en résidence au fil l'année dernière. Et c'est un groupe instrumental très, très tourné vers les musiques africaines, de tradition africaine. Et bien là, il se produira avec une chanteuse exceptionnelle qui a eu un Grammy Awards il y a quelques années. Ça, c'est une spécificité jazzra et je crois que ça devrait faire parler. Retenez aussi
One Foot, et pas seulement parce qu'on est à Saint-Étienne. C'est un jeune trio arménien découvert par Tigran Amassian. Fougue, jeunesse, talent, vous aurez tout. Autant d'ingrédients qui devraient vous inviter à improviser vos soirées et même vos après-midi du côté du fil ou de la manufacture. Cité du design, les dates c'est entre le 22 et le 26 novembre pour cette seconde édition du Forum européen du jazz ici à Saint-Étienne. Et puis on termine ce journal avec l'image du jour. C'est le site Envers et contre tous qui l'a partagé sur son compte Twitter. Santé partout, même au Burkina Faso, dans un véhicule blindé léger de l'armée française. Voilà qui devrait faire plaisir à tous les supporters de l'AS Saint-Étienne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle la principale information de ce journal. La fin des guichets dans les préfectures pour les cartes grises et les permis de conduire. À compter du 2 novembre prochain, tout se passera sur Internet, sur le site le www.ants.gouv.fr. Pour les plus frileux, des postes Internet seront à disposition des usagers en préfecture de la Loire et dans certaines mairies du département. Vous pourrez également vous rendre chez un professionnel de l'automobile pour toutes ces démarches. Mais attention, il se réserve le droit de faire payer ce service. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous pouvez revoir votre journal en replay sur le www.tl7.fr. L'information, elle continue sur zoomdc.fr. Je vous retrouve avec plaisir demain pour une nouvelle page d'actualité. Je recevrai le directeur de la STAS, Olivier Legrontec. Très bonne soirée et à demain.